Podcap, saison 2, épisode 7, c'est parti. Un stream, un DVD, Pierrick et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le Podcaps, après ils vont t'expliquer. Podcaps, 3 films à regarder. Podcaps, faire décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Écoute, je serai toujours là pour toi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Exactement. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous recevons le plus jeune réalisateur français. C'est pour nous un double honneur, d'abord parce que c'est une grande première pour le Podcaps, ce qui nous remplit de joie, et ensuite parce qu'il est originaire de notre région et qu'il l'a fait briller à travers ses films. De Péménade à Grasse en passant par Cannes, nos paysages servent à merveille ses mises en scène. Amoureux du cinéma de genre, il fait ses débuts dans l'horreur avant de s'orienter vers des œuvres aux thématiques familiales fortes, de la fraternité à la maternité, de l'absence à la colère, de la déception au doute. Ces films hurlent pourtant la solidarité et l'espoir. Son talent est au cinéma ce que la Côte d'Azur est à la France, c'est-à-dire la plus belle région de France. Il a accepté notre invitation avec beaucoup de gentillesse et nous sommes ravis de l'accueillir à nos micros. Bienvenue Nathan Ambrosioni. Bienvenue. Merci, c'est une belle intro. J'ai flatté et j'ai pas accepté avec gentillesse, j'ai accepté avec joie. Je suis content d'être là. Bah, du coup, comme je l'ai dit, on est vraiment hyper content de te recevoir. Comment tu vas ? Ça va. Je suis un peu fatigué quand même, mais j'ai l'impression de vivre un peu un Truman Show, de vivre une journée éternelle de promotion. Mais là, c'est chouette parce que vous n'êtes pas des visages que je connais, mais il y a quand même quelqu'un que je connais dans cette histoire. Tout à fait. Quentin. Donc c'est chouette aussi de revoir des visages, de venir un peu dans le sud. Je me sens bien ici. Et parce que du coup, hier, on était à l'avant-première à Cannes. Ouais. Les enfants vont bien. Et il y a des gens qui sont grave fidèles. C'est ça doit faire plaisir quand même, parce que il y a un monsieur qui disait qu'il était là pour les films d'horreur. Je sais plus à quelle année, Ça, ce qui est fou, parce qu'effectivement, dans les autres villes, pour le coup, on n'a pas. J'ai pas des gens qui ont vu mes films d'horreur ou des films que je faisais avec mes potes. Donc, c'est un peu particulier. Et là, ce soir, on est à Montsartou. Je sais pas quand sera diffusé ce podcast, mais en tout cas le soir de cet enregistrement. Et il y a plein de potes d'enfance et tout, même ceux que j'ai pas forcément envie de voir. Je pense qu'ils seront là. Donc ça va être un peu particulier. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Mais il y a vraiment, il y en a qui étaient genre pas sympas au collège et là qui m'envoient des petits messages. Je viens ce soir, j'ai trop hâte. Vraiment, moi pas du tout. Et oui, pour l'anecdote, tu l'as un petit peu dit, mais on va pas se mentir, on a bénéficié d'un petit piston parce que du coup, tu as fait tes études avec Quentin, qui fait partie de Capsule Picture, et c'est un petit peu comme ça qu'on a eu la chance de rentrer en contact avec toi. Et du coup, là, tu es de retour sur la Côte d'Azur pour les rencontres cinématographiques de Cannes, et tu viens présenter ton dernier film qui est Les enfants vont bien. Exactement. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Ça va, ça se passe bien. On est heureux, le film sort le 3 décembre, donc on y est presque. C'est un peu étrange de se rapprocher de cette date. Je suis un peu stressé, en même temps, je suis content de voyager avec le film. On le montre beaucoup, ce que j'ai pas eu l'occasion de faire avec Tony, parce qu'il est sorti début septembre, donc il y avait pas vraiment d'avant-première. Enfin, on en a pu faire quelques-unes, mais comme il y avait l'été, l'été, il y a moins ce truc d'avant-première, de tournée. Et là, elle est beaucoup plus longue. Du coup, c'est une autre temporalité et c'est en même temps trop joyeux de rencontrer les spectateurs, de parler du film. Et en même temps, c'est comme une routine d'un travail qui s'apparente pas forcément normalement au travail de réalisation, parce que on fait des films tous les 2 ans, quoi. Enfin, c'est vraiment pas cette notion de routine normalement. Donc c'est particulier, en même temps, j'aime bien. C'est un peu rassurant. Et puis, c'est une bonne fatigue, du coup. Et c'est une bonne fatigue, mais c'est une fatigue qui se rapproche d'un jour de plus en plus stressant. C'est un peu étrange. C'est pas, je sais pas, j'ai l'impression que normalement, quand on travaille un job avec un contrat assez déterminé, c'est qu'on est content quand on s'approche de la fin. Là, la fin, elle est un peu fatidique. C'est que ce qui se passera le 3 décembre, on n'en est pas certain. Et c'est dur en ce moment, les gens en salle et tout. Je sais pas comment ça se passe dans la région, au cinéum ou quoi. Vous avez plus l'habitude, mais en tout cas, la fréquentation des salles, en général, en France, elle est pas au top. Donc c'est étrange, on se rapproche d'une date où on se dit s'il faut ça va pas du tout se passer comme on le pense, ou s'il faut ça va être super et on sera agréablement surpris, mais il y a une petite pression des distributeurs quand même. Écoute, ce sera peut-être un petit galet dans l'océan, mais on va faire un maximum pour faire de la promotion pour ton film et motiver des gens à aller voir le film. Surtout que ça vaut le coup, c'est pas parce que t'es avec nous aujourd'hui, mais c'est vrai que nous on a eu la chance, tu nous as invités hier soir à l'espace Miramar, et encore merci. Et c'est vrai que le film il vaut le coup d'œil, il est dans la
suite de ce que tu as déjà pu proposer en réal. Et je veux dire, tu as eu des bonnes réceptions critiques et publiques jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de raison que ça change avec Les enfants vont bien, quoi. Non, mais ça, on verra. En tout cas, la presse est avec nous, ça c'est chouette. Mais est-ce que les gens vont se déplacer en salle? C'est ça la grande inconnue. Ouais. Et on espère, on fait tout pour, en tout cas. Bah malheureusement, ça fait partie du contexte, mais je pense le cinéma a encore de beaux jours devant lui. Il faut y croire. On y croit. En tout cas, on taffe tous à des façons différentes, mais on taffe tous pour cet objectif-là. Ouais. Et on est là pour parler de cinéma. Exactement. On a un petit rituel dans ce podcast, c'est qu'en général, on introduit nos épisodes avec des petites anecdotes perso. Okay. Alors souvent, c'est l'idée derrière ces anecdotes, c'est de rappeler aux gens qu'on est des gens comme tout le monde. C'est pas parce qu'on fait du podcast ou c'est pas parce qu'on fait du cinéma qu'on est des extraterrestres et qu'on vit dans des dans des trucs trop bizarres. Et du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote qui t'est arrivée récemment? Alors, si t'as des trucs autour de tes films, c'est super. Mais si t'as des trucs plutôt perso et rigolos qui des fois te ramènent à un peu plus à ta vie d'avant ou tu vois qui te déconnectent un peu du monde du cinéma, on est très curieux. Bah là récemment, mais je la considère pas en mode vie d'avant ou vie du cinéma, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a rien de si particulier que ça. Mais c'est vrai que récemment, je passe vraiment mes journées à ou être dans un train ou à présenter le film ou à faire des interviews. Donc à part parler de mon film et d'être un peu schizophrénique, il ne m'arrive vraiment pas grand chose. Et là, j'ai pas du coup des trucs en tête. J'ai vraiment l'impression, ce que je disais, de vivre la même journée en répétition. Et Bill Murray un peu. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Mais en même temps, c'est une chouette journée. C'est pas une journée de torture. Mais du coup, c'est vrai que c'est surtout ça. Mais je réfléchis à un truc. Je peux peut-être t'aiguiller. Je me souviens qu'hier, t'as parlé d'une anecdote avec un micro, par exemple. Ah ouais. Mais ça, c'était il y a longtemps. Mais c'était effectivement, avec Quentin, on était en classe. On est allé aux rencontres cinématographiques de Cannes. Et je me suis fait virer pendant une semaine. Et j'avais dit à mon prof, si vous me virez, je ne reviendrai pas. Et il m'a dit, c'est ce qu'on va voir. Et je ne suis jamais revenu parce qu'il y avait, c'est un peu complexe. Il y avait des micros qu'on a utilisés pour faire croire qu'on faisait un débat parce qu'on attendait dans la salle pendant très longtemps. On était des lycéens, quoi. On avait 16 ans. Et on nous a accusés d'avoir cassé les micros. Et hier, on est d'accord qu'aucun micro ne marchait. C'était hilarant. Nous sommes témoins. C'est vraiment fou. Et ça m'est peu arrivé. Franchement, on en fait plein des salles. Et ça arrive peu. Donc, il y a un truc avec cette salle cannoise. Donc, je pense que, en tout cas, ça a réintroduit une petite justice. Très premier degré. Est-ce qu'il y a un petit sentiment un peu de, pas de vengeance, mais de juste retour des choses en mode je me suis salement fait virer il y a 10 ans. En même temps, j'étais aujourd'hui, content. je viens présenter mon film, c'est cool, quoi. Tu vois. Non, mais j'étais trop content de me faire virer, moi. À l'époque, parce que, en fait, avec la classe, on s'entendait hyper bien et ça, c'était chouette. Pour le coup, je me souviens. Pourtant, je suis pas resté longtemps à Bristol parce que je suis resté 3 mois, du coup, jusqu'aux vacances de Noël. Mais j'ai un bon souvenir de mes camarades alors que j'ai vraiment une mémoire de merde. Donc, il y a vraiment plein de gens dont je me souviens pas beaucoup parce que j'ai une mémoire vraiment nulle. Alors que j'ai un bon souvenir des gens avec qui j'étais à Bristol. Donc, j'étais pas content de quitter cette classe. Mais j'habitais loin, donc je prenais le train tous les matins. Enfin, loin. J'habitais genre à Péménade, mais prendre le train tous les matins pour venir faire une option ciné qui après apparemment est devenue chouette, c'est ce qu'on m'a raconté, donc j'en suis content. Mais moi quand j'y étais, il était pas super avec moi. Enfin je prenais pas énormément de plaisir avec les cours, donc le trajet en train n'en valait pas tant la peine que ça, sauf pour mes copains. Est-ce que t'anticipes? Est-ce que je sais pas, le prof est toujours Oui, je l'ai vu hier. On a fait une interview ensemble. Ah, trop bien. Ok. Bah, j'allais dire, est-ce que t'anticipes le fait que vous allez peut-être vous recroiser? Non, vraiment, je l'ai vu sur la feuille de route et j'ai vu son nom et je me suis dit waouh, c'est marrant. Et en fait, on s'est recroisés hier et c'était chouette. J'étais content de le voir. Non, mais il y a aucune animosité. Enfin, franchement. Oui. Et je pense qu'on était aussi pénible. J'étais pas l'élève forcément le plus sage non plus. J'étais pas l'élève turbulent et j'étais pas genre le mec qui fait n'importe quoi. J'étais un bon élève, mais j'étais pas tout mimi. T'aimais bien profiter de la vie, quoi. Ouais, et puis on a vraiment bien profité de ces rencontres cinématographiques plutôt que profiter des films. Donc c'est cool, ça reste un bon souvenir. Mais oui, ça reste un bon souvenir. Voilà, et vraiment, j'aimais trop ma classe pour le coup. J'étais assez triste de la quitter finalement. Les amis, aujourd'hui, on est là pour parler de cinéma. On s'est dit que ça serait super cool si t'es partant, Nathan, qu'on revienne un petit peu sur tes alors 3 derniers films. Le dernier, on va pas trop le spoiler, on va plus essayer de donner envie aux gens d'aller le voir, mais en tout cas de revenir sur tes 2 premiers films, Les Drapeaux de papier et Tony en famille. Alors, je coupe Rémi, mais vous pensiez pas qu'on allait oublier les remerciements quand même. Allez, c'est parti. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur. Des salles uniques. Un confort inégalable. Mais surtout, de l'IMAX. Oui, bon.
plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Est-ce que, avant de parler de cinéma, tu avais des petites questions particulières, Pierrot ? Mais alors moi je voudrais qu'on parle d'un truc, les yeux dans les yeux. J'ai un problème à régler là. Dis-moi. Parce que j'étais très content, les drapeaux de papier, Tony en famille, la région. Ah ouais. La région. Là, il y a un problème. Attends, explique-moi pourquoi. C'est Paris là. Dans le nouveau film. Il y a une explication. Alors c'est la banlieue. On a tourné un peu tout autour et puis c'est pas identifié dans le film. On parle pas de Paris. C'est vrai. Et on a tourné un peu à la Cano aussi. Mais c'est vrai que en fait l'explication est très simple. À la base, dans le scénario, Suzanne elle vivait à Nice et Jeanne moins loin. Mais le tournage était très long parce qu'on avait que 3 heures par jour avec les enfants. Donc au lieu que ce soit un tournage classique de 30 jours, c'était 42 jours, ce qui paraît pas immensément plus, mais ça fait quand même 2 mois et demi au lieu de 1 mois et demi. Donc en fait ça coûtait extrêmement cher d'aller dans le sud parce que même s'il y a des techniciens, il y a quand même aussi une moitié de l'équipe technique qui est parisienne. Inévitablement, les enfants, les trouver dans le sud, on a essayé. D'ailleurs, on avait commencé un casting région et c'est quand même plus difficile et tout ça. Donc bref, c'est vraiment économiquement qu'on n'a pas pu le faire. Mais sinon, j'espère retourner dans la région. Moi aussi, je l'aime bien cette région. En tout cas, nous, on a trop de plaisir à découvrir tes films quand ils sont dans la région. Mais honnêtement, ça nous a pas manqué non plus. Non, c'était juste si je sens que toi, ça t'a. Alors, on en parlait en off, mais toi, tu t'as regardé en compagnie de ta femme le film. Moi, j'étais tout seul malheureusement. Mais tout seul dans ma tête, je faisais le jeu de là, je connais. Là, c'est là. Parce que toi, t'étais à l'Amiral du coup au lycée. Non, moi j'étais au Centre international de Valbonne, mais du coup quand je suis arrivé dans le sud de la France, on s'est installé à Grasse avec ma famille. Du coup je passe encore, même récemment, je passe souvent devant l'Amiral pour des rendez-vous, des trucs comme ça, tu vois. Et tu vas manger les sandwichs au 33. Ça m'arrive, ouais, parce que j'ai un pote qui vit pas loin et du coup des fois, voilà. Du coup, les drapeaux de papier 2018, avant de se jeter dans les drapeaux de papier, il y a une question évidemment qui est indispensable, c'est que tu as vraiment commencé avec un amour autour du cinéma d'horreur. Tes premiers courts-métrages avec tes potes, c'était du cinéma d'horreur. À quel moment, pour un long produit comme ça, tu as décidé d'aborder des thématiques familiales, notamment la fraternité entre un frère et une sœur dans les drapeaux de papier? C'est vrai que j'ai commencé avec les films d'horreur et ça c'était très adolescent et j'adorais ça et j'adore toujours ça. J'adore le cinéma de genre en général, d'horreur et autres, fantastique. C'est un cinéma qui me plaît beaucoup, mais il y a plusieurs explications. En France, c'est pas facile. C'est ce que je disais hier aussi, qu'il y a des cinéastes qui font des films de genre français, mais pour rencontrer le public, c'est dur, alors que Weapons, là, ça marche hyper bien et trop bien. Moi, j'ai adoré ça. Mais quand c'est un film d'horreur français, ça peut parfois se démarquer un peu. On l'a vu avec Vermine, quand même, s'il y avait eu il y a eu un petit buzz et tout. Ouais. Et c'est trop bien, mais c'est quand même rare, hein. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il y a une confiance des financiers qui est dure, et en 2018, c'était impossible. Enfin, vraiment, Grave n'était pas encore sorti ou venait, et encore il avait pas eu un grand succès box-office pour le coup d'estime. Du coup c'était impossible vraiment. J'avais écrit un scénario avant les drapeaux de papier qui était un peu un film fantastique et on me disait c'est top mais enlève le fantastique, fais le même film sans l'élément fantastique, et je me dis du coup ça n'a pas de sens, hein, c'est pas le même film, c'est un film sur un groupe de rock quoi, et ça m'intéressait pas trop. Donc il y avait ça, un côté un peu plus pragmatique, et mes films d'horreur j'avais la chance de voir, même si c'était des tout petits festivals, mais d'aller quand même un peu dans le monde entier voyager avec, et on m'a invité dans des festivals modestement parce que c'est une communauté, c'est très communautaire les films d'horreur. Mais en France pas du tout, j'ai jamais été invité dans un seul festival. Donc je me disais le pays est un peu austère à l'horreur. Et puis j'ai découvert aussi en fait j'avais 16 ans et j'ai découvert tout un autre genre de film. Enfin, j'ai découvert qu'en fait on pouvait aussi pleurer au cinéma plutôt que faire peur aux gens, ou rire, ou se détendre. Très très client de l'alarme au cinéma. Très client de l'alarme. Très client de l'alarme au cinéma. Tu vois, voilà, moi je me suis dit mais c'est trop bien. Et en fait j'avoue que j'étais un peu buté et que je regardais que des films d'horreur, et je me suis apaisé, je me suis réconcilié. Genre j'aurais jamais pu voir Les Enfants vont bien quand j'avais 14 ans, tu vois. Et ensuite après je me suis dit mais en fait c'est chouette aussi de raconter d'autres histoires et de les raconter autrement. Donc c'était pas une souffrance. Enfin je me suis pas dit je m'adapte à la français. Je me suis vraiment juste changé ma cinéphilie quoi. T'as ouvert une nouvelle porte. Je l'ai pas changé parce que j'ai pas du tout renié les films d'horreur, c'est juste que je l'ai élargi et je me suis dit en fait j'ai envie de faire autre chose, et j'ai commencé à faire des courts-métrages. Il y a pas eu, c'était pas film d'horreur puis drapeau de papier, il y a eu genre 2 courts-métrages autoproduits qui étaient des drames. Ok. Enfin c'est pas arrivé de nulle part quoi. D'ailleurs tu parles de pleurer au cinéma.
j'ai une question très importante. Est-ce que ton objectif, c'est de nous faire chialer à chaque film? Parce que j'en peux plus. Moi, j'ai plus d'eau dans mon corps après. En tout cas, je sais pas si c'est l'objectif, mais quand même, je me dis que j'aime bien penser aux spectateurs, même si là, Les Enfants vont bien, c'est un film plus intime et je voulais une émotion moins facile. En tout cas, Tony en famille, il y avait un truc un peu bonbon, un peu, tu vois, ça référençait des films de Noah Baumbach que j'aime beaucoup, des comédies un peu des années 70 que j'aime bien, mais là, pour Les Enfants vont bien, c'était un cinéma plus pudique et qui m'inspirait, qui m'intéressait. Et justement, comme c'était un sujet, c'est un peu intense, des enfants qui se font abandonner par leur mère. Bien sûr. Je voulais pas qu'on soit trop intense. Justement, je voulais pas que ce soit le film qui cherche à tout prix à ce que tu pleures. Tu vois, il y a pas beaucoup de musique. C'est un film qui prend son temps. Je voulais que si le spectateur se sent touché et a envie de pleurer, et on a à la fin des avant-premières, on a pas mal de personnes qui sont assez touchées par le film et tout. Mais je voulais pas mon but c'était pas de lui dire pleure, c'est triste. Voilà. Alors que Tony, c'est pas ça. Mais Tony, je me disais, il faut qu'on ressente une certaine chaleur, une émotion qui est mais je sais pas si c'est forcément. T'as pleuré toi dans Tony? C'était à la fin, ouais. Oui, c'est vrai je t'ai envoyé un message, j'ai dit, Rémi est pas au courant, mais je t'ai dit, je vais appeler ma mère demain, et je l'ai fait. C'est toi qui m'as dit ça. Alors attends, c'est trop drôle parce que, mais ça c'est trop drôle mec, parce que pendant le film, moi je suis très proche de ma mère, et moi la scène qui m'a vraiment touché dans Tony en famille, c'est quand elle va dormir à côté de Tim, ouais. De Tim, parce qu'il y a un vrai truc j'ai peut-être loupé un épisode, il faut que je me rapproche de lui et tout, il y a une vraie complicité. Et en fait, je sais plus sur quoi je bossais. Ma mère m'a envoyé un message vers 18h, j'ai regardé le film vers 21h. Hein. Et à cette scène-là, j'ai fait maman. Et pendant la scène, j'ai envoyé un texto à ma mère en disant désolé, je viens de lire ton message et tout, je t'aime. Et du coup, merci, parce qu'il y avait ce truc de ton film nous rappelle quand même que la famille c'est vachement important quand même. En tout cas, les membres qui nous font du bien dans la famille, c'est vachement important. Oui, clair. Ce qui n'est pas forcément le cas des Enfants vont bien, où je pense que tu peux te dire. Enfin, et en même temps, si finalement les gens ils nous disent waouh, ça m'a fait réfléchir sur la relation que j'ai avec ma mère et que j'entretiens avec ma mère et peut-être la difficulté que c'est pour elle de m'avoir élevé. Alors que Tony, effectivement, c'est peut-être plus un câlin et ça je suis content quand il y a des retours de spectateurs, ça m'a fait penser à ton message ou là d'entendre ça quand je me dis ça a déclenché des appels téléphoniques à des mamans. Je me suis dit je devrais l'appeler plus et tout. En fait, je suis très mauvais mais avec tout le monde, que ce soit famille ou pas famille, pour garder contact. Je comprends. Et c'est pas volontaire quoi. Du coup là, je me suis dit ça fait un moment que j'ai pas appelé ma mère. En plus en ce moment elle est malade et tout parce qu'elle voulait venir à la Strada. Et oui non, elle est malade, elle a une grippe quoi. Ah ok. Ouais non, désolé. Et du coup même quand je lui ai dit Nathan il va venir au podcast et tout, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit mais en plus je voulais voir le film mais je suis malade et tout, je peux même pas, je suis dégoûté. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci pour elle. Pour en revenir au drapeau de papier, moi il y a donc les acteurs principaux c'est Noémie Merlan et Guillaume Gui. Pardon. Je me posais la question. J'étais sûr que j'allais mal le prononcer. Je m'en excuse. Comment? Wix? Oui, mais il a l'habitude. Tout le monde lui. Ok. S'il entend le podcast, je suis désolé. Et si jamais tu le croises, tu lui diras Rémi, il est désolé. Ok, je dirais. Mais en tout cas, Noémie Merlan, personnellement, on connaissait déjà. La dernière fois que je l'avais vue, c'était dans une année difficile de Toledano et Nakash. Mais par contre, Guillaume, personnellement. Gros crush, grosse révélation. Je l'avais jamais vu. Je sais pas s'il avait tourné dans des longs métrages avant les drapeaux de papier. Il a fait beaucoup plus de films que Noémie, mais c'est vrai que les gens le connaissent peut-être, l'identifient un peu moins. Mais tu vois, il a fait une série que j'adore et c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec lui. C'est Les Revenants, qui est sur Canal. Ok. Mais c'était en 2012 maintenant. Mais tu vas adorer. Parce que t'avais un peu le cinéma de genre et tout aussi, non? Oui. Mais tu vas trop aimer. Après, ça peut-être, je sais pas si ça a vieilli ou pas, parce que je l'ai pas revu, mais à l'époque. Je suis vieux, moi. Moi, j'adore. Oui, mais tu restes dans ton temps quand même. J'espère. Et je peux te dire que, je sais pas, il faudrait le voir. Ça m'intéresse. Regarde-le et tu me diras. Ok. Mais, parce que Les Revenants, à l'époque, c'était vraiment une série trop géniale. Je sais pas si Quentin, tu l'as vu. Mais c'était trop, pour une production française qui ose faire des trucs qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, c'était génial et le casting était fou. Enfin vraiment, c'est trop bien. Tu me hype. Ça donne envie. Ça va aller mater Les Revenants. J'en ai entendu beaucoup parler et à l'époque j'avais pas Canal et tout. Maintenant j'ai Canal. T'es quelqu'un maintenant. Maintenant je suis quelqu'un. Et en plus c'est Mogwai qui a fait la bande son et la bande son est folle les gars. Franchement, écoutez, rien que sur Spotify, ils ont fait des morceaux que j'écoute régulièrement qui sont trop beaux. C'est genre, il y a une attention à la musique. La saison 1, c'est fou. Enfin, vraiment, Céline Salette dedans, elle est trop démente. Guillaume, il est trop génial. Il y a plein d'acteurs trop bien qu'on voit un peu moins maintenant aussi. Donc, c'est trop bien. C'est bien vendu. Ouais,
Quentin nous dit qui est dans le public que les Américains ont fait un remake de la série du coup. Et quel public? Ouais. Une foule qui s'est déplacée public pour Nathan. hyper nombreux, et Quentin a réussi à se démarquer alors qu'ils crient tous là actuellement. Donc on est vraiment content. Quentin, Mais c'est fou, je savais pas qu'il y avait un remake américain. C'est quand même une bonne info à savoir. C'est que c'est la classe. en la général, classe. quand il y a un remake américain C'est que ça a qui, bien marché. malheureusement, entre parenthèses, est rarement bon. On se souvient du remake du Dîner de cons, c'était une catastrophe. Mais Il y a bon, un bref. remake du Dîner de cons. Oui, c'est- avec Steve Carell et Et- Galifianakis. Ah ouais, je l'avais Ouais. vu. Dinner for Schmucks. C'est- Que j'ai vu. Et c'est une catastrophe. Ah merde. Mais bon, bref. Donc, Les Revenants, tu donnes énormément envie. Et moi, il y a un truc que je voulais te poser comme question par rapport à Guillaume. C'est que je trouve donc son personnage est hyper intense dans le film parce qu'il est très complexe, parce que tu t'attaches à lui alors qu'il y a quand même ce truc de colère. Ça développe des sentiments très ambigus. Est-ce que, avec des personnages comme Guillaume, tu as puisé ton inspiration quand même dans le cinéma d'horreur sur des personnages peut-être qui t'ont marqué dans le cinéma d'horreur, ou est-ce que c'est plus quelque chose que tu es allé chercher ailleurs? Est-ce que, je vais reprendre ma question. Non mais c'était bien formulé pourtant. Ah ouais? D'accord, ok. Enfin, moi je l'ai compris. J'étais pas sûr. Ok, bah très bien. alors. Crois en toi, Rémi. Ah, je parce que crois en tu m'as moi. vu réfléchir. Non, c'est que je réfléchissais parce que non, c'était bien. Je l'ai compris. D'accord, T'es trop bien. super, Rémi. Trop bien. Bah c'était clair quand même, non? Ah, moi, Ouais, moi, de toute façon, tout ce que Rémi dit, je le bois, tu vois. Ah, Oh, merci Pierrick. Mais j'étais en mode plus, oui, est-ce qu'il reste des traces du cinéma d'horreur dans le cinéma que tu fais aujourd'hui? dans les drapeaux de papier, je sais pas trop. Tu vois là, La je tension, réfléchissais. peut-être. Ouais. Bah et en même temps, oui, il y a un moment. Mais je sais plus si c'est dans le film, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais il y avait une scène où il y avait la caméra derrière elle danse dans la cuisine, mais je sais pas si c'est toujours dans le film, mais il y a la caméra qui l'a regardée un peu de loin et tout, et il la regarde de l'extérieur de sa fenêtre. Ah oui, c'est dedans. Oui, c'est la première coup- fois qu'il la voit, enfin. Oui, c'est ça, c'est la nuit, c'est le soir. Tout à fait. Ouais. Un peu bizarre comme scène. Mais je voulais qu'on se dise, elle est en danger. Et c'est pas Oui. quelqu'un qu'elle connaît. C'est un peu le plot d'un film d'horreur. C'est un mec qui s'est échappé de prison et qui va stalker. C'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qu'il veut? Il la connaît pas, là, laisse-la tranquille. Mais c'est vrai. Il y a un truc que j'ai adoré, sans trop spoiler le film, mais c'est que du coup on sait pas trop. Et on sait qu'il a des problèmes de gestion d'émotions, mais on sait pas trop. Et ça, c'est trop bien. Ah, ouais. Franchement, Ouais, c'est bien amené. tu réitères un peu ça dans Les enfants vont bien. Continue comme ça. C'est génial. De pas trop savoir, c'est génial. Ouais, D'un mais point de vue ça, j'aime bien spectateur. que le spectateur il soit vraiment actif de son visionnage et qu'il se pose des questions. Et les enfants, pour le coup, les enfants bien, il y a plus de références au cinéma de genre. Je trouve, enfin, après, c'est que je me souviens moins des drapeaux de papier. Mais tu vois, tout le début, il y a des travelling il y a un travelling, tu vois, elle est dans la salle de bain, puis elle ouvre la porte et en fait, elle n'est plus dans la salle de bain. Et là, elle voit ses jambes un peu inertes sur le lit. On voit pas je voulais créer il y a comme un truc, comme si le spectateur avait un temps d'avance il y a un truc qui va pas et que Jeanne n'est pas en train de comprendre. Et on a eu accès même à eux qui dorment dans la voiture et on la voit à peine. Elle nous est un peu mystérieuse au début. Il y avait plus de références à ça. D'ailleurs, est-ce que tu as eu des contraintes quand même pour ce long métrage et surtout par rapport aux deux d'après, parce que j'imagine que le budget a évolué au vu du succès critique, etc. Est-ce qu'il y avait vraiment des grosses contraintes qui étaient plutôt difficiles à gérer pour ce film? Pour les drapeaux de papier? Ouais, quand même, on avait très très peu. Enfin, moi, c'était un luxe de ouf parce que j'avais beaucoup plus d'argent que quand je faisais des films avec mes potes, mais c'était un tout petit budget. En moyenne, un film français, ça coûte 2 et 4 millions d'euros pour les films moyens. Après, il y en a qui coûtent beaucoup plus cher, il y en a qui le sont avec moi, mais nous, on avait 500 000 euros pour faire les drapeaux de papier. On était quand même loin du compte. Donc les gens, ils travaillaient hors annexe, c'est-à-dire qu'ils étaient payés vraiment au lance-pierre, quoi. Et moi, j'ai été payé des micro-miettes, et indépendamment de la paye, parce que ça compte, en fait, c'est important de bien payer les gens. oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il y a ça, et puis on avait 23 jours de tournage, tu vois, donc c'était vraiment minuscule. Mais je l'avais pensé en écrivant le scénario, je me disais, il faut que j'écrive un film qui peut se faire sans argent. Et ça, c'était une contrainte que je m'étais donnée au scénar. Il y a 2 personnages, il y a un lieu, il y a une maison un peu abandonnée. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment la sienne, et c'est pour ça qu'elle est pas beaucoup décorée, parce que je me disais que ça allait coûter cher. Il y avait pas de chef déco d'ailleurs. Mais je me suis dit que c'était malin, justement, quand elle explique que c'est pas sa maison. C'est une amie de papa qui. Et j'ai fait, putain, c'est malin pour avoir un film dans une maison quand même. Ça, c'était au scénario. Oui, parce que je voulais pas qu'elle soit dans un tout petit appart. J'aimais l'idée quand même qu'ils habitent dans un endroit qui n'est pas vraiment à eux et qu'ils soient dans un terrain. Enfin, ils se retrouvent quelque part, quoi. Ouais. Un truc un peu neutre. Ouais, c'est ça. Qui permet la réconciliation. C'est moins chez elle, et en fait, même elle a pas vraiment une vie exemplaire, quoi. Parce que ça, je voulais pas du trop de lui qui arrive avec sa vie nulle et que elle est trop bien en place et tout. En fait, même elle, sa vie, c'est ce qui lui dit un peu. Oui. Enfin, c'est pas qu'elle est nulle, c'est juste qu'elle n'a pas trouvé sa vie à elle encore. Ouais. Et c'était la vie de ma sœur pour le coup à l'époque, donc c'était vraiment inspiré de ma sœur. Bah justement, c'est ce que je me disais. En fait, ça se voit via tes films que tu tiens à tes personnages, que tu les aimes. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'intéressait
autant chez l'humain parce que c'est vachement concentré sur les personnages quand même tes films. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai besoin pour écrire d'aimer vraiment un personnage et qui me reste en tête, malgré qu'il peut être nuancé et qu'il a ses défauts. Mais même, tu vois, dans Les enfants vont bien, Suzanne, elle fait le choix de confier ses enfants à sa sœur et elle disparaît. Mais j'ai énormément de tendresse pour elle et justement, ce qui m'intéresse dans le film, c'est essayer de la comprendre et m'efforcer de ne pas la juger au sein du film. Et même Jeanne, qui n'est pas avec qui je partage pas certaines valeurs, mais en même temps, je la trouve hyper courageuse, je la trouve vraiment droite, je la trouve intègre. Je trouve qu'elle se comporte quand même de façon exemplaire avec ses enfants, sans leur mentir non plus, sans être trop dans l'attention. Mais c'est vrai que pour écrire, j'ai besoin d'aimer mes personnages et j'ai besoin de les comprendre d'une certaine façon. Après, bon, bah aussi j'adore les films d'horreur et là, il y a un film d'horreur que j'ai en tête et pour le coup, c'est sur des gens que je déteste. C'est un film d'horreur qui se passe en 1600. Enfin, c'est un film d'horreur un peu médiéval et tout. Et au moment des sorcières, enfin, c'est après le Moyen-Âge, mais en même temps, j'ai besoin de m'accrocher à un personnage et le personnage principal, je l'aime d'une certaine façon et je crois que oui, il faut quand même que je m'y retrouve quelque part au sein d'eux. Et puis je crois que c'est important d'interroger notre empathie au cinéma. Je pense qu'on manque quand même un peu de ça, mais c'est pas genre c'était mieux avant parce que j'étais pas né, donc vraiment je déteste les gens qui sont en mode c'était mieux avant. Quand on a notre âge, je suis en mode vraiment vous n'étiez pas là. Enfin, qu'est-ce qui vous dit ça? Parce qu'il y a vraiment plein d'acteurs, d'interviews de jeunes acteurs qui sont en mode mais quand ils font un film d'époque, j'adorais cette époque et tout, puis littéralement. c'est toujours mieux avant quand t'as une bonne situation avant, quoi. Je crois que notre nostalgie, c'est ce que j'allais dire, nous aide un peu à croire. T'idéalises un peu le passé, tu gardes que le meilleur du passé et tout. J'avais déjà parlé avec des potes de mes darons où je disais les années 70 ça devait être fou, le rock et tout. Ils me disent non mec, tu serais né dans les années 70, t'aurais pété un câble. L'éducation c'était horrible, enfin il y a des trucs bien, mais il y avait des trucs qui étaient horribles, c'est juste qu'on garde que le meilleur, quoi. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'on pense, on est toujours en mode l'état du monde et c'est vrai que là le monde il est vraiment, ça va pas fort du tout. Ouais, c'est vrai que. Mais bon, compliqué. On a quand même traversé 2 guerres, il y a eu la guerre froide, il y a eu, oui, il y a eu l'Irak, il y a eu vraiment plein de choses, il y a eu des choses horribles. Enfin, je pense que voilà, on vient de loin aussi, mais en tout cas, bref, je trouve que c'est chouette au cinéma d'interroger notre empathie. Et moi, quand j'écris, je me dis ça aussi, de me dire comment on va peut-être créer une certaine tendresse chez le spectateur pour les personnages et peut-être que quand il ressort du film, il va aussi s'interroger sur ses proches ou sur des gens qui font des choses qu'ils ne comprennent pas. Là, dans le film, c'est les disparitions volontaires. On arrive peut-être avec un a priori de se dire un film sur une mère qui abandonne ses enfants. En fait, non. J'espère que le film, et c'est ce qu'on retient, ce qui est cool quand on discute avec le public, il y a jamais personne qui dit putain, Suzanne c'est une connasse. Au contraire, les gens ils sont plutôt en empathie même de Suzanne d'une certaine façon. Et ça, je trouve ça intéressant. Vas-y. Je te laisse la prochaine question pour lui, mais là ça me permet de rebondir. Vas-y. Parce que j'y pensais. Tu disais hier à l'avant-première que tu t'es vachement renseigné là-dessus justement. Est-ce que tu as entendu parler des évaporés au Japon? Ah voilà, je voulais savoir si tu en avais. Oui, quand je me renseignais, je voyais qu'au Japon c'était beaucoup plus intense et donc ça m'a intéressé beaucoup. Après, c'est une institution là-bas et là hier soir je regardais un documentaire sur Arte qui vient de sortir, qui est passionnant. Regardez, c'est fou, il y a carrément des entreprises qui aident les gens à disparaître. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, je l'avais pas encore, mais ça, c'est assez fou. Mais il y a un film qui s'appelle Tokyo Sonata que j'adore. Tokyo Sonata, ok. Ça parle pas exactement des disparitions volontaires, mais quand même si, parce que il y a un moment, il perd son travail et il fait croire à sa famille qu'il va toujours travailler tous les matins. Ça me parle, ça. Et en fait, il s'arrête dans un coin de ville et il est avec des gens qui ont déserté la société. Et le film, il est trop beau. C'est quand même dingue de te dire que tu peux payer une société pour faire disparaître. Ouais, mais c'est très lié. Je crois il y a un truc très fort culturellement là-bas sur la honte. Voilà, lié à ton rapport à la société, parce ils vivent pas du tout la société de la même façon que nous. Oui. Et il y a vraiment un truc par rapport soit à la honte sociale, soit à la honte familiale. Et chez eux, c'est tellement intense que c'est comme ça que ce truc des évaporés est né, quoi. Il y en a qui disparaissent pas forcément via une boîte ou quoi, mais qui disparaissent parce qu'ils ont pas eu leur diplôme, par exemple. Le film, le documentaire, il est hyper intéressant là-dessus. Enfin, franchement, et au Japon, c'est 100 000 personnes par an, et nous, en France, c'est 15 000. Donc, quand même sur Mais 15 000, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est un chiffre qui, moi, ça m'a surpris. Quand tu l'as dit hier soir, ça m'a surpris. Je me suis dit, putain, c'est vrai que. Et qui choisissent, c'est vraiment, on parle pas de toutes les disparitions inquiétantes et tout ça. Alors, moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la thématique de ton film, c'est de la complexité juridique autour de ce genre de cas. Tu vois, avec la police, qu'est-ce qu'on peut faire légalement, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que tu as été encadré un peu par... Ouais, complètement. Non, il y a eu 2 mois d'enquête avec des policiers, 3 policiers différents, avec une juge d'affaires familiales, avec 2 assistants sociaux, avec une psychologue pour enfants, avec une juriste. Tout ce que tu vois dans le film, c'était vraiment écrit presque avec eux. Enfin, ils prenaient pas la plume et tout, mais moi, je faisais des rendez-vous et ils m'expliquaient. Et des fois, je tombais de ma chaise. Enfin, vraiment, la scène où elle est avec le policier, du coup, je la vivais avec eux. Et même eux, ils trouvaient ça absurde parce que ils étaient pas dans la situation
situation, donc ils étaient avec moi, donc ils pouvaient prendre un peu de recul là-dessus, et quand on faisait la scène ensemble, je leur disais mais vous vous rendez compte là de ce que vous êtes en train de lui dire? Ils me disaient bah oui mais on peut rien faire, elle a laissé cette lettre, et je lui dis mais c'est une lettre c'est un bout de papier. Il dit oui mais ça suffit. Ça suffit quand même, c'est dingue. Ça suffit si vous nous dites que parce qu'en plus elle est allée chez elle, donc elle a vu que chez elle il y avait pas de sang au domicile, c'est ce qu'il lui explique dans le film. Oui. Mais je lui disais mais vous allez pas vérifier? Bah non, parce que elle a pas abandonné ses enfants, donc on peut pas la poursuivre juridiquement. Enfin, c'était tout un truc que je trouvais assez fou, et je me disais il faut que ça se retrouve dans le film, même si ça doit pas prendre trop de place, mais il faut que le film il soit rythmé par ses rendez-vous administratifs. Et c'est la juge aux affaires familiales qui m'a dit peut-être qu'elle a fait ça par amour, peut-être qu'elle a fait ça pour le bien de ses enfants, et j'avoue que même moi je ne jugeais pas Suzanne, mais je trouvais ça fort de l'entendre de quelqu'un qui représente la loi, justement, quelqu'un qui représente cette institution. Et pareil, je lui disais mais vous lui diriez ça? Elle me dit bah oui, j'ai une personne en face de moi. Comme elle dit dans le film, on n'est pas au pénal, on est au civil, donc je peux prendre le temps de l'écouter, je peux m'intéresser à elle, et je trouvais ça assez passionnant. Donc vraiment et c'est un des policiers qui m'a dit j'irai chez elle en civil, et à qui c'était arrivé, il y en a un des trois à qui c'était arrivé, pas exactement la même situation que dans le film, mais il est allé chez elle, il lui a proposé l'aide d'un ami de la PJ et tout. C'est de là que vient toutes ces situations. C'est un truc de fou. C'est ce que j'allais dire avant qu'on aborde le sujet des évaporés. Moi, il y a la scène justement avec la partie civile, où justement elle dit mais peut-être que par amour on est capable de faire quelque chose comme ça. Je trouve que c'est une scène hyper forte, parce que justement c'est la scène qui va te faire réfléchir un peu plus sur ok, elle a abandonné ses enfants, mais tu vois. Et c'est ce qu'on s'efforce de lui dire à Jeanne, c'est qu'elle les a confiés. Et c'est marrant parce que nous on revient beaucoup au mot abandon, alors que en fait c'est vrai qu'elle a confié ses enfants. Elle lui a laissé, elle les a pas laissés. Elle aurait pu les laisser dans son appartement en train de crever et partir quoi. Part dans son geste, elle a fait preuve de bienveillance en disant il y a une confiance. Ce qui est moralement ambigu, et ça j'en ai conscience, mais justement je voulais que le film propose cette ambiguïté et laisse le choix au spectateur de l'accepter ou non. Il y a des gens qui l'acceptent pas du tout, tu vois, il y a des gens, il y a une review Letterboxd et pourtant elle a mis 4 étoiles et elle dit partir par amour, n'importe quoi, mais j'ai beaucoup aimé le film. Et je comprends que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut envisager, et c'est ok, et le film te dit pas il faut que t'y crois. Le film te propose potentiellement, si t'es prêt à faire ce mouvement, et je sais que c'est une gymnastique, mais de te dire peut-être qu'effectivement elle est partie pour ça. Il y a des gens pour qui c'est inconcevable, et il y a des gens qui acceptent, et c'est pas bien ou pas bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien de pas le concevoir, c'est où est-ce que tu places ta morale aussi. Bien sûr. Mais et puis la loi qui soit aussi floue, c'est incroyable. Mais d'ailleurs t'as un truc récurrent quand même de l'administration française. Et moi j'étais en mode, on voit bien qu'il est français là, parce que c'est tellement réel. Mais en même temps tu vois, je voulais que le film ne soit pas à charge non plus. Celui-là, Tony un peu plus, parce que Tony vraiment, quand j'ai appelé Pôle emploi pour me renseigner, et qui me disait mais elle a 5 enfants cette femme, pourquoi elle veut reprendre ses études, alors je disais les gars, c'est fou de misogynie quand même. Ça m'a touché parce que ma mère il y a quelques années elle voulait justement changer de voie, et c'est très très compliqué, et puis elle disait moi je suis à peut-être 10 ans de la retraite ou 5 ans, donc ils vont jamais vouloir, et c'est une galère, et du coup le film m'a vraiment touché. J'étais en mode maman. Et c'est dur, tu vois, et c'est justement ce qu'on essaie dans le film, on lui laisse pas l'espace d'être autre chose que cette mère, et c'est ça que je voulais raconter, alors que là au contraire justement voilà, c'est déjà un sujet un peu dur, et je me disais tous ces gens ils m'ont quand même vraiment impressionné d'humanité et d'empathie, et je voulais qu'on ressente ça dans le film. Ils ne peuvent pas l'aider, mais ils font tous un geste quand même la dame de la mairie, en mode au début elle lui dit non mais vous avez pas de papier pour ces enfants, donc je peux pas rien faire, et après elle lui dit en fait les enfants il faut quand même les mettre à l'école. donc elle se déplace, et c'est comment ils vont tous se déplacer aussi, même ce policier il va se déplacer, au début il est pas très avenant, et au final il fait un pas. Et peut-être que le spectateur, c'est aussi à lui de faire un pas de côté, quoi. Et c'est pour ça que je parle aussi d'espoir dans ma présentation, parce que tu nous donnes même de l'espoir au-delà de la famille, tu nous donnes un peu d'espoir dans l'administration, alors qu'on est toujours un peu fâché avec l'administration. On est fâché, et en vrai, il y a des raisons de l'être, et je pense qu'il y a des films qui nécessitent d'être politiquement à charge et qui nécessitent de dénoncer ce qui se passe. Et là, le film, pour moi, on parlait vraiment d'un sujet très intime qui est la famille, et je voulais pas qu'on parte dans tous les sens. Je voulais pas qu'on se dise, c'est aussi un film, c'est un film qui montre ce vide juridique, et qui quand même, on va pas passer à côté, on va pas dire que tout va bien, parce que c'est intense. C'est à Jeanne de faire les démarches de l'autorité parentale. Ça, je trouvais ça fou. Vraiment, quand j'en parlais aux assistants sociaux et tout, je disais, mais vous vous rendez compte que vous lui demandez de faire un truc alors qu'elle doit gérer les enfants de sa sœur qui a choisi de partir, vous mettez rien en place. Il me disait, non, parce que si on met des choses en place, il risque d'être placé en foyer. Donc c'est à elle de faire ses démarches, et en même temps, si elle fait pas les démarches, elle pourra pas les amener à l'école, elle pourra pas les amener à l'hôpital, elle pourra pas les faire voyager. Ah oui, donc c'est fou. C'est-à-dire que si cet enfant a un problème et qu'il va à l'hôpital, elle a pas l'autorité parentale, elle est en faute. C'est trop bizarre. C'est vraiment particulier, hein. Mais bon.
On a juste recité Tony en famille un peu plus tôt, et du coup, pour revenir à ce passage dans ta filmographie, donc Tony en famille sort en 2023, donc quasiment 5 ans après Les drapeaux de papier, et il y a un truc qui est pareil, qui est incontournable avec Tony en famille, c'est ta rencontre avec Camille Cotin, parce qu'on sent beaucoup de complicité entre vous deux. Camille l'a déjà dit plein de fois en interview qu'elle s'est énormément attachée à toi et tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé cette rencontre? Ouais, je lui ai envoyé le scénario de façon très classique par son agent. Son agent qui est quand même un peu une bonne fée pour moi parce qu'il m'avait repéré au moment des drapeaux de papier, qui est vraiment super. Laurent Grégoire, que j'aime beaucoup. Et on lui a envoyé le scénario, et 2 semaines plus tard, elle a envoyé un message à mon producteur. J'ai lu, j'ai adoré, je veux trop le rencontrer. Trop bien. Et j'étais trop ému, et on s'est rencontrés au café. Elle m'a donné rendez-vous au Café de la Reine, qui est un café un peu chicos à Paris. Et je suis arrivé, je me suis fait rocal. Non. Vous vouliez des anecdotes? Je suis arrivé dans le café, j'ai dit oui bonjour, on va être 2 pour prendre un café, et ils m'ont dit il y a pas de place, sauf qu'il y avait vraiment que de la place, il y avait vraiment personne, donc non, ça se fait pas. sauf que j'insistais pas parce que j'étais un peu tout timide et tout, et je sors et je me dis mais la honte, genre là elle va arriver, j'étais mortifié, et ça m'était déjà arrivé avec une autre comédienne en plus avant au même endroit, donc j'étais mortifié, mais j'étais un peu habitué, mais j'étais mortifié, et je me disais mais elle va arriver et elle va se dire ouais, il a même pas réussi à avoir une place au Café de la Reine. J'étais décoloré blond et tout, donc j'étais en mode ouais, c'est vraiment la honte. Elle arrive, elle me fait un câlin, elle me dit j'adore tes cheveux. Je dis cette étape c'est bon, et je lui ai dit, elle s'avance et je lui dis Camille, il faut que je te dise, il y a pas de place. Elle me dit bah comment ça, c'est vide? Et je lui ai dit mais non, mais ils ont pas accepté. Elle m'a dit t'inquiète. et elle m'a appris un truc, et je le garderai toujours, parce que quand on est rentré tout de suite ça a marché, on s'est fait placer. Je lui ai dit bon, t'as de la chance d'être Camille Cotin. Elle m'a dit ah non, en fait c'est que je sais même pas s'ils me connaissent, mais si toi tu fais croire qu'ils te connaissent, ça marche. Donc quand tu rentres, tu leur dis ça va, vous allez bien, et dans le doute que t'es un habitué, ils oseront pas te mettre dehors. Mon père a la même technique. Trop fort. Ah ouais. Et une fois, il est passé devant, il est allé à l'entrée du Carlton pour regarder, et il était à l'entrée, et en fait, il a toujours l'air sûr de lui. Moi, c'est un modèle parce que moi, je suis tout le contraire. Et ils lui ont dit, ah, on vous reconnaît, allez-y. En fait, même il a rien dit, l'attitude. C'est ça. Et je trouve ça impressionnant. Il faut faire croire que t'es un habitué pour que ça marche. C'est un truc de fou. Et du coup, donc elle accepte. Oui, pardon. Et du coup, on a passé 4 heures dans ce café, et c'était trop génial. On a parlé de films qu'on aime, on a parlé de nos vies, et elle m'a dit, et je ne savais pas au moment, pourtant je la connaissais quand même bien de ses interviews et tout. Elle en avait jamais parlé. Elle a 4 frères et sœurs comme dans le film, et elle a une mère qui a repris ses études comme dans le film. Ah, excellent. Trop fou. En fait, il y avait plein de points communs. Ça l'a touché de fou, quoi. Ouais, ça l'a touché complètement, et on s'est trop bien entendu, et on ne s'est jamais quitté. On est devenus amis tout de suite, et c'est quelqu'un de très généreux, vraiment. Camille, c'est vraiment une bête de meuf, quoi. Enfin, elle est trop cool. C'est pas du tout l'image que tu peux te faire d'une star. Après, je pense qu'aussi en France, on a moins ce truc Hollywood. Enfin, c'est pas non plus, tu vois, elle est pas autant exposée qu'une star hollywoodienne qui peut-être se protège comme ça. Mais enfin, franchement, et pourtant, la veille de notre café, elle était à l'avant-première à Londres de Ridley Scott de House of Gucci avec Lady Gaga. Ah bah ok, ouais. Je vois les photos sortir, et je me dis déjà, elle va jamais venir. Elle va faire un plan. Et surtout, enfin, trop la honte. Elle était avec Ridley Scott et Adam Driver la veille, et moi là, elle vient me voir au café. Je me disais, je suis trop nul, et vraiment, mais pas du. Enfin, elle fait pas d'échelle de carrière, de trucs, vraiment. Elle est juste, elle a envie de faire des films qu'elle aime, et je l'adore. C'est trop bien d'avoir des gens dedans. C'est trop inspirant, et de toute façon, elle a l'air vraiment géniale, Camille Cotin. En interview, elle est top. Et même si elle a commencé, elle s'est vraiment fait repérer à l'époque avec La Connasse et tout. Ouais. Et comme elle disait, c'était un personnage, et elle évacuait beaucoup de choses avec ça, mais et en fait, quand tu la découvres, nous on la connaît pas, mais quand tu la vois en interview et tout, tu vois qu'en fait non, pas du tout. Elle a l'air d'avoir un grand cœur. Et elle est pareille en interview que dans la vie. Elle est même plus sympa parce qu'elle est assez stressée, ça la stresse beaucoup les interviews. Donc elle a une mini carapace, alors qu'elle paraît vraiment très cool. Et dans la vie, elle est vraiment, c'est trop bien de travailler avec Camille, c'est très apaisant. Dans Tony en famille, moi il y a un truc qui m'a un petit peu interpellé, et que j'ai un peu retrouvé aussi dans les enfants vont bien, c'est qu'il y a une scène dans Tony en famille où Tim, donc je ne dirai pas pourquoi, mais se retrouve pris en charge par les médecins. Et d'ailleurs c'est Guillaume Gouix qui joue le médecin, et elle lui explique que Tim a quelques petits problèmes de gestion de colère. Ouais. Est-ce que c'est une autocitation perso, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de transmettre ce thème d'un film à l'autre et de faire des ponts avec tes films? Par exemple, dans Les enfants font bien, la scène avec la jury où finalement elle finit par se confier un peu plus que ce qu'elle pensait m'a beaucoup fait penser à la scène du bilan de compétences dans Tony en famille, et du coup j'ai l'impression qu'il y a des ponts comme ça entre tes films. Et le Pipi Oli aussi. Et le Pipi Oli évidemment. Gaspard et Tim. Non, c'est pas perso
parce que moi ça va, j'ai pas trop de problème avec j'ai un problème avec mon stress et tout, de gérer mon stress et tout, ça j'ai du mal, mais j'ai pas de problème de colère, mais je l'ai observé intimement au sein de ma famille, où il y a un membre de ma famille qui a vraiment pété un câble et qui devenait un peu violent, un peu intense, et qui avait du mal à gérer ça. Donc je pense que ça vient de là. Je pense que aussi la maternité, ça vient du rapport que ma propre mère a à sa maternité. La disparition, ma sœur est partie à l'autre bout du monde et elle vit là-bas. Maintenant, elle vit en Nouvelle-Zélande. Elle est jamais revenue. Donc effectivement, il y a plein de choses intimes et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est des motifs qui reviennent. Je me souvenais pas de faire pipi au lit quand j'étais petit. Donc ça, je pense pas que ce soit intime, mais c'est un motif de cinéma qui me touche, que j'aime bien, qui est dans Kramer contre Kramer et tout. Enfin, et puis souvent, j'en parlais avec la psychologue pour enfants. Justement, il y a ce truc. En fait, c'est très concret, quoi. C'est vraiment quand un enfant traverse une épreuve difficile, quand il revit un traumatisme, quand il ressasse quelque chose, ça, voilà. Donc c'est pas, je suis pas allé chercher très loin non plus, mais j'aime l'idée que les personnages soient vulnérables, en tout cas qui sont dans une zone de vulnérabilité, une zone un peu grise, et j'aime les personnages qui se livrent au mauvais endroit, ou quand on là, d'Anthony, c'est vraiment au bilan de compétences, elle lui a vraiment posé une question, et en fait, elle déballe toute sa vie, et dans Les Enfants bien, elle le fait pas pendant tout le film, parce qu'on lui laisse pas l'espace de parler, et enfin on lui dit, et c'est l'inverse, et là elle se dit, ok, bon, peut-être que je peux raconter quand même ce qui est en train de m'arriver. Mais non, oui, il y a plein de motifs très intimes et il y a plein de choses que je vais chercher personnelles, et en même temps, il y a aussi des motifs de cinéma ou des choses des personnages que j'aime bien retrouver. J'aime bien me dire qu'il y a des ponts, effectivement. J'aime bien me dire que Tim ressemble à Gaspard et moi, je ressemblais beaucoup à Gaspard dans sa mélancolie, dans sa façon d'être un peu distant d'être un peu observateur, d'être un peu timide. Ça me touche chez Gaspard et je pense que je me retrouve beaucoup en lui et de mon souvenir de l'enfance, de ma mélancolie de l'enfance et tout. Et je me retrouve beaucoup en Tim. Malgré qu'il casse des dates que j'aurais pas cassé. Mais je trouve que ça marche bien, c'est très efficace notamment au niveau des dialogues, grâce aux dialogues, parce que, et c'est un truc personnel, hein, mais je trouve que dans le cinéma en France, souvent les dialogues sont pas réalistes, ça fait très théâtral, et moi des fois ça me sort un peu des films, et j'ai trouvé que dans tes 3 films, même en dehors des punchlines et des trucs drôles qui moi me parlent beaucoup plus, je sais que les dialogues, je me suis dit putain, on dirait des dialogues dans la vraie vie. Quand j'écris, sympa. Ce qui m'importe beaucoup, et même quand je regarde des films, c'est les dialogues. Je base beaucoup sur les dialogues, et je voulais savoir quelle importance justement quand t'écris, toi tu mets dans tes dialogues. Ah bah pareil, moi franchement c'est le plus important, je pense. J'avoue que je m'ennuie un peu quand je fais les versions non dialoguées, tu sais, au début, je sais pas toi si tu passes par là, mais je passe par pas un traitement, parce que c'est vraiment pour moi, j'aime pas du tout la phase du traitement, mais je passe par un petit synopsis où je raconte le film scène à scène et ce qui va un peu se passer. J'aime bien, mais ça m'ennuie quand même, alors que quand je passe à la phase de dialogue. Pareil, je trouve que ça vend pas du tout le film. Ah ouais, non, mais quand tu dois envoyer un synopsis détaillé et qu'il n'y a pas de dialogue, ben, je me dis, mais c'est pas intéressant, parce que moi, l'âme en tout cas du film, quand j'écris, je me dis, c'est dans les dialogues. C'est ça, mais de toute façon, tout le monde déteste. Donc, moi, je m'en suis rendu compte, je pensais que tout le monde aimait ça et qu'on faisait semblant. Et en fait, quand tu parles avec les gens, ils disent tous, ah ouais, non, c'est nul, les synopsis. C'est très dur de se projeter dans un synopsis, quoi. Moi, je trouve que ça manque de sens, ça manque d'émotion, ça manque de développement. Et donc, je passe très vite à la version. Moi, je propose toujours une version dialoguée, à première lecture. Et j'aime trop, les dialogues, c'est vraiment un moment où, après, quand je prends des notes avant de me mettre à écrire, j'écris que des dialogues, en fait. C'est que des dialogues que se racontent les personnages, et j'aime bien le faire à voix haute. Et c'est pour ça que je peux pas écrire dans des trains ou dans des bars. C'est que moi, je parle vraiment, il faut que je le fasse. Je parle avec moi-même. Ouais, tu te fais le dialogue dans ta tête, mais à haute voix. Mais à haute voix, et je suis les différents personnages. Et comme je me force à le dire, je me dis que c'est des mots que je peux employer, même si j'ai une façon de parler particulière, enfin qui m'est propre, qui n'est pas la même que Camille, qui n'est pas la même que machin. Bien sûr. Mais du coup, il faut que ça passe par ma bouche, quoi. Sur le tournage, après, quand t'as les acteurs et les actrices qui font le dialogue, peut-être que tu te dis, ça leur correspond moins ce mot-là. Est-ce qu'on va le changer, ou t'es très sur le mot près? J'aime bien être sur le mot près. Parfois avec Camille, on change 2-3 trucs, mais c'est vrai que j'aime bien. Justement, je me dis, la réalité, c'est pas forcément dans le quotidien, mais si tout le monde parle à peu près la même langue, ça crée une réalité qui est propre au film. Et ça m'intéresse presque plus. C'est Noah Baumbach qui parlait beaucoup de ça, qui a fait Marriage Story, Frances A, Kicking and Screaming, enfin plein de films que j'aime trop. Il disait et Phoebe Waller-Bridge aussi, si vraiment tout le monde parle la même langue, c'est pas grave que ce soit pas la langue de la vie, ce sera la langue du film, et les gens, ils l'accepteront beaucoup plus facilement. Et même si moi j'aime bien que ça ressemble à notre langue quotidien, j'aime bien me dire que, et dans Tony en famille, c'est ça, c'est 5 enfants qui viennent d'horizons totalement différents. Si ils se mettaient tous à faire de l'impro, il y en a un du nord, un du sud. Ah, ouais. Il y en a un qui est hyper bourgeois dans la vie, je parle de eux. Un qui vient d'une famille totalement qui n'a rien, s'ils parlaient comme ils parlent dans la vie,
ça ferait pas du tout une famille, quoi. Je t'avoue Donc, que mon dialogue préféré d'Anthony en famille, c'est le coming out. C'est Excellent. vraiment, je veux pas spoiler le dialogue parce qu'il est trop drôle, la punchline, juste le timing est parfait, mais j'étais Ouais, mort de rire. je suis content, j'adorais travailler sur cette scène. Du coup, votre échange sur, parce que j'ai la chance d'avoir deux Mais scénaristes. je savais pas que tu réalisais aussi et tout. J'écris juste. Tu écris Je juste. suis moins côté réalisation, peut-être un jour. Est-ce que c'est Mais- Quentin qui réalise les films que t'écris? On en parle justement. Ah, trop bien. Ok. Mais du coup, ce que je veux dire, parce que j'aime beaucoup votre échange autour du dialogue, parce qu'effectivement, les dialogues sont archi importants dans la mise en scène et comment raconter une histoire. Et pourtant, je trouve que une grande partie de l'intensité de Les enfants vont bien, ce sont les scènes où on se concentre sur les enfants et les adultes sont dans les pièces d'à côté. On n'est plus avec les adultes et on devine le thème de la conversation d'adultes sans vraiment comprendre ce qui se dit. Et je trouve ces scènes très fortes dans le film. Merci. Parce qu'on se place un peu plus du côté enfant et du côté on comprend pas vraiment ce qui se passe mais on sait que c'est intense, tu vois. Et du coup pour le coup là le dialogue nous échappe un peu. Il y a une forme de dialogue parce qu'on comprend que ça parle mais ça nous échappe un peu quoi. Ah ben ça, merci. Ouais, c'était hyper important. Pour moi, c'était très écrit du coup et normalement on les entendait beaucoup plus fort et c'est au mix que j'aimais. Je trouve que quand on est enfant, on a toujours l'impression que les adultes partent sur nous dans une autre pièce. Ouais. Il y a un truc vraiment propre à l'enfance on se sent toujours, là ils sont particulièrement concernés, mais on a envie d'accéder à un monde qui n'est pas le nôtre, on a envie de le comprendre et on a envie d'y participer et on se sent quand même assez exclu. Et c'est violent, je trouve, c'est des souvenirs assez violents d'enfance quand t'es enfant et que tu fais face à ça. Donc ça vient de là. Et Gaspard, je m'en souviens qu'il écoutait du coup et on lui passait les dialogues ou alors ça se faisait en direct et il écoutait tout ça et je le voyais dans ses yeux que c'était dur pour lui de se sentir pas concerné par cette scène et d'interpréter ce qu'il devait ressentir et ça me plaisait. Je voulais qu'on soit dans cette double réalité un peu étrange de l'enfance, quoi. Je me demandais justement si c'était au niveau du mix. Ouais. Ça avait été... Enfin, du coup, il le faisait vraiment, par exemple, quand il est chez le proviseur, tu vois, il y avait vraiment le proviseur et Camille dans l'autre pièce. Et avant, on avait tourné avec eux et après, il parlait. Et du coup, il l'entendait. Mais il y avait une version du mix où on faisait les dialogues à fond. Et en fait, on s'est vraiment dit, déjà, c'est un peu pas réaliste, c'est étrange. Même si dans la vie, il entendait mieux que dans le film, dans le lieu de tournage. Mais c'est vrai que je me disais, en fait, c'est ça, c'est des sensations, l'enfance où t'entends et tu chopes les mots et tu te crois concerné. Tu vas entendre une insulte et tu vas croire que c'est pour toi alors qu'en fait c'est eux qui sont en train de s'insulter eux-mêmes dans la conversation. Je parle pas forcément tu du penses film, que c'est toi le problème. Ouais, c'est ça. T'en parles aussi dans le film là, du coup. Ouais. Et il interroge beaucoup sa culpabilité quand même, Gaspard, sur le départ de sa mère. D'ailleurs super binôme hein, les deux enfants, ça match. C'est très naturel entre les deux et moi j'aime bien ce côté petit super-héros de Gaspard qui protège sa sœur qui tu vois, je veux pas réveiller, tu vois, quand il fait pipi au lit, je veux pas réveiller Margot et tout. Je l'adore. Il me touche beaucoup Manoa qui a incarné Gaspard et il a trop bien travaillé. Je suis trop fier de lui. Mais t'as un secret quand même pour le casting parce que chaque film, les acteurs ils sont exceptionnels quoi. Ah ouais, c'est gentil. J'ai une directrice de casting, Sophie Léné-Dodovic, qui est vraiment géniale, qui a travaillé sur Tony et sur Les Enfants. Je lui fais vraiment confiance. Et puis moi, j'aime bien être là dès le premier tour au casting. J'aime bien rencontrer les acteurs tout de suite. Comme ça, je vois leur nature aussi et je trouve qu'il y a des choses qui ne passent pas dans le jeu, qui sont trop importantes. Et je sais pas si j'aurais choisi. Ils sont trop formidables dans le jeu, mais ils sont aussi ils sont très curieux, ils sont très intelligents et ça m'a aussi convaincu de les choisir. Si j'avais juste vu les vidéos qu'elles m'envoyaient, je pense que j'aurais pas eu autant une évidence. Et je crois que c'est important d'être présent et de rencontrer ces acteurs et de voir. Je crois qu'on crée une confiance, on voit où on peut aller parce qu'on est ensemble. Une dernière chose. J'ai pensé à autre chose en même temps j'ai annulé ma dernière question. Je m'en veux terriblement. Heureusement qu'il y a du montage. Et moi, je pensais qu'on allait aussi parler des films de l'année qu'on avait aimés et tout. Alors justement, on y va là. Ah ok, trop bien. Mais désolé, ma dernière question s'est évaporée. Elle était venue comme Suzanne dans le film. Exactement. Exactement. Non, du coup, merci pour ce tour d'horizon merci. Ces 3 films. C'était hyper cool d'échanger autour. J'espère qu'on a donné envie aux personnes qui nous écoutent d'aller les découvrir. En tout cas, nous, on insiste. Faites-le. Il mérite d'être vu, le film. Exactement. Moi, vous m'avez fait plaisir parce que ça change. C'était chouette. Ça change un peu des conversations très formatées d'interviews et tout. Donc merci. Du coup, c'est que ça marche. Oui, voilà. Merci aussi parce que des fois, nous, on n'est pas très sûr de si on propose la bonne formule aux personnes. Ah non, je pense. Franchement, c'est chouette. Hein. Trop bien. Mais du coup, c'est vrai qu'en général, d'habitude, ici, on a plus l'habitude de faire un peu le tour d'horizon des derniers films qu'on a vus. Vas-y, carrément. Normalement, on séquence un peu sur le dernier film qu'on a vu au cinéma.
cinéma, le dernier film qu'on a vu en plateforme de streaming et le dernier film qu'on a vu en DVD parce que nous sommes 2 vieux collectionneurs de DVD. Et du coup, ce qui va nous intéresser parce que le temps joue un petit peu contre nous, mais on t'a gardé un petit segment de la fin où on va faire un petit tour d'horizon de ta filmographie. Et là, tu es complètement libre de partir dans tous les sujets qui t'intéressent. Ce dernier segment, on l'appelait le dernier film qui. Et évidemment, on va parler de tout un tas de derniers films qui t'ont fait ressentir plein de choses. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma. Mais ça, c'est. Est-ce que tu vas encore au cinéma? Oui, moi j'adore. Je vais tout le temps au ciné. J'aime trop ça. Là, c'est plus difficile parce que, comme tous les soirs, il y a presque une avant-première. Et moi, j'aime bien. Il y a les soirs, je suis moins de l'après-midi et tout. Mais j'aime bien aller tout seul au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Kika avec Manon Clavel de Alex Poukine. Je sais pas exactement si on dit comme ça. Je sais pas non plus. Mais c'était trop bien. Et Manon Clavel est extraordinaire, vraiment, elle est trop forte. Je dirais que c'est Kika, c'est vraiment le dernier que j'ai vu, c'était la semaine dernière. Tu peux nous pitcher rapidement le film? Alors c'est pas facile à pitcher parce que, et pour pas spoiler, en gros c'est une femme qui va perdre tous ses repères de vie à la suite d'un deuil et qui va se réfugier dans le BDSM. Mais dit comme ça, on se dit oula. Alors que le film est très ouvert. Enfin, c'est pas du tout un film. C'est pas du tout un film érotique. C'est pas du tout un film un peu étrange ou quoi. C'est vraiment très concret sur une femme qui a besoin d'argent et qui rencontre ce monde-là. C'est assez intense, mais c'est vraiment magnifique. Ok, curieux. Ouais. Et vous, c'est quoi le film que vous êtes allé voir au cinéma? Alors moi c'est Les enfants vont bien. Ah oui, non, mais indépendamment de celui-là, parce que là, non, le problème c'est que moi j'en ai déjà parlé à l'épisode précédent, mais c'était Predator Badlands. Alors c'était bien. Et moi aussi, on n'a pas du tout aimé. Ah merde, parce que Elle Fanning dedans, ça m'intéresse. Alors on l'adore. Enfin, moi j'adore. Je l'adore aussi. Elle est coupée en deux. Et ouais, elle est coupée en deux et doublée. Du coup, ce qu'on reproche au film, c'est c'est pas un Predator. En fait, ils ont mis tous les codes de côté, et ils ont mis des dialogues Marvel Disney un peu, et ils ont donné un côté humain au Predator. En fait, et pour nous, ça marche pas. Pour te résumer très rapidement, ce qui m'a le plus dérangé du film, c'est que c'est un film qui te montre aucun être humain dans le film. Donc on a un extraterrestre, on a un robot, enfin on a 2 extraterrestres et un robot qui sont les 3 personnages principaux du film. Les 3 sont censés être totalement ignorants de ce que c'est que le concept d'humanité, et pourtant les 3 fonctionnent vraiment qu'avec des émotions humaines. Et du coup, il y a un truc où tu rentres pas du tout dans les personnages. Moi, je suis pas du tout rentré dans les personnages. Et on s'éloigne complètement de la franchise Predator et du lore Predator. Un peu l'impression qu'ils ont fait un Predator pour vendre des peluches Predator aux enfants. Exactement. Mais attends, tu dis Marvel Disney, mais toi, Quentin, t'adores les Marvel, non? En plus. Ah non, ça va. Moi, j'adorais à la belle époque. À l'époque, Iron Man, les premiers Spider-Man et tout. Ah oui, quand même, t'aimes bien. Les derniers, je trouve que c'est juste pour faire c'est une pompe à fric, et c'est de l'humour pas drôle et tout. Et justement, il y a vachement de ça dans le dernier Predator, de l'humour pas drôle et des trucs de pompe à fric, et je trouve ça dommage. Et j'ai l'impression que ils ont bien essoré Star Wars, ils ont bien essoré Marvel, et là ils ont trouvé une nouvelle, tu vois, entre Alien et Predator, clairement ils vont continuer dans cet état d'esprit de lier les 2 univers, et je pense qu'ils vont créer un Weyland Yutani universe très Disney. Voilà. Ouais, vous avez vu la série Alien? Pas encore, et j'attends ma chérie pour. Et moi j'étais vraiment resté sur Prey, donc le Predator qui apparemment était bien, je l'ai pas vu. Ouais. Et même Killer of Killers, le film d'animation, était super. Mais Prey, vraiment, pour moi, c'est, si on compte pas la nostalgie du premier Predator, pourtant qui est juste de la testostérone et des muscles, tu vois. Mais Prey, justement, il y avait une vraie proposition de réinventer le truc. Ça avait un message très féministe, il y avait un message très natif américain, parce que la productrice était d'origine native, et donc il y avait tout un truc chez les Comanches et tout. Enfin, c'était génial. Prey, c'est génial. Fonce. Très bien aussi. Prey est vraiment trop cool, et en fait, Disney, quoi. C'est un peu dommage. Quel est le dernier film qui t'a fait rire? Je sais pas. Attends, le dernier film qui m'a... Ah si, c'est Des preuves d'amour de Alice Douard, qui est sorti hier. Il paraît qu'il est vachement bien, j'ai vachement envie de le voir. Mais le film est déjà trop génial, et surtout, c'était hilarant. Enfin vraiment, j'ai vécu une projection, mais je me tapais le cul par terre. Il y a des blagues qui sont trop drôles, alors que c'est pas un film fondamentalement humoristique, c'est plutôt un film émouvant, mais il y a des blagues, et je trouve que c'est souvent ça, c'est les films qui ne cherchent pas à être drôles qui le sont le plus, et vraiment... c'est hilarant. Il y a des dialogues que je me souviens, alors je l'ai vu il y a longtemps parce que je l'avais vu en avant-première, et je me souviens du film comme c'était hier. Il y a vraiment des blagues qui m'ont énormément marqué et qui sont trop drôles, donc je dirais que c'est Des preuves d'amour. Ok. Pierrick, le dernier film qui t'a fait... non mais indépendamment. En vrai, je sais pas. En vrai, première année que j'ai vu c'était il y a longtemps. Non, mais elle m'a offert le Blu-ray, ma mère, et je l'avais jamais vu encore, et on en parlait au dernier épisode, et je trouve qu'il y a
un ou deux moments vraiment sur la nourriture. Il y a un personnage qui adore bouffer et je me suis vachement vu là-dedans. Et il y a 2-3 trucs assez drôles par rapport à ça. Alors que tout le reste du film m'a stressé au possible. Ouais. Les études de médecine, Bien voilà quoi. intense, ouais. Mais sinon, ouais, je dirais ça. Et toi? Moi, je pense que vraiment, c'est quand on préparait l'épisode d'Halloween, j'ai rattrapé Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, que je n'avais jamais vu. C'est génial. Et quand tu le mates à 34 ans, c'est très C'est rigolo. trop bien. Donc moi, là-bas, c'était censé être un film d'horreur et en fait, ça m'a fait beaucoup rire. Ok. À contrario, quel est le dernier film qui t'a fait pleurer? Arco. Ah oui. Ah ouais. De Arco. Hugo Bienvenu, mais j'ai chialé, je n'en pouvais plus, ça n'arrêtait pas. J'étais avec un pote et c'est le jour d'Halloween et on devait aller chercher un truc chez Claire's pour un déguisement et je continuais de pleurer chez Claire's, hein, vraiment à travers les petites boucles d'oreilles pour enfants. Je chialais et la vendeuse, elle était en mode ça va monsieur, tout va bien, et je n'arrêtais pas de pleurer. Vraiment, ça a déclenché quelque chose de très fort quoi. Bah ça m'étonne pas du tout. Arco, c'était très fort. Nous, on l'a vu ici en avant-première au festival Animazur et C'est trop bien. Hein. ah ouais, c'était franchement, moi j'ai pris une claque. Hein. Ah ouais. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais très intéressé par l'aspect visuel et en fait le film m'a complètement transporté quoi. Ah ouais. Du coup, je suis sur mon Letterboxd, désolé, mais pour me souvenir de ce que j'ai fait. Ouais, mais c'est pas, vous avez pas pleuré pour. Mais après, mon pote, il a pas pleuré non plus. Mais moi, je sais pas, ça a déclenché un truc Arco de l'enfance et tout. Ouais. Ah moi j'ai pleuré. Ah, cool. Ok. Ah non, moi Arco j'ai pleuré. Ça, Moi, c'est je pas t'avoue celui-là. que la larme, elle était au bord. Ok. Elle était au bord. Par contre, j'ai vu un court-métrage avec Quentin au Kennedy Shorts Awards, Friend of Dorothy, qui a gagné meilleure réalisation et meilleur acteur. Et j'ai vraiment la larme. Cool, ouais. c'est cool de parler de court métrage en plus. C'est un festival génial d'ailleurs, je recommande. Donc c'est bien, c'est un court métrage toi qui t'a fait pleurer. Tout à fait. C'est bien. Rémi? Et c'est dur, hein, franchement, en 15 minutes de faire pleurer quelqu'un. Ah mais il est c'est- efficace et le casting, la réa, tout est super. Ok. Le dernier film qui m'a fait pleurer. Alors moi je pleure très facilement devant les films donc Devant les pubs aussi. ça m'arrive. Non mais vraiment, hein, Je moi sais. tu mets un coup de piano et C'est pas Arco alors Parce que c'est bah, pas longtemps. j'imagine que c'est Arco. Ouais, en fait, le problème c'est qu'en fait ça arrive tellement régulièrement que j'ai pas énormément d'émotions dans la vraie vie. Je me protège Je suis beaucoup un de ça. psychopathe. Je me protège beaucoup de ça. Non, je suis pas un psychopathe, mais je me protège beaucoup de ça. J'essaie de rationaliser Ouais. vraiment ce qui m'arrive dans la vraie vie. Mais par contre, je me lâche au cinéma. Ouais, je me dis, bon, le cinéma, c'est fait pour ça. J'ai le droit, quand je mate un film, de vivre mes émotions. Donc, j'y vais à fond. Et j'imagine, oui, Arco. Je pense que là, récemment, si je compte pas les films qu'on a vus pour préparer l'épisode d'aujourd'hui, Arco. Ok. Le dernier film qui t'a déçu? Oh non, ça c'est horrible. Je sais pas, en plus c'est une bonne question. Parce que du coup, là comme j'ai moins le temps en ce moment, j'essaie vraiment de regarder les films que j'ai envie de voir. Mais là ça fait trop longtemps que j'ai pas vu un film chez moi, genre dans mon lit. Je sais pas. C'est une bonne question, mais je dirais que... Mais du coup c'est pas un film, mais là le dernier truc où je me suis dit, c'est la série Alien. Mais après je sais que tout le monde l'a adoré. Donc, Alors là, du coup, justement, moi j'ai les deux. J'ai les deux versions et je Ouais. pense de ce que j'ai entendu que je vais pas aimer. C'est pour ça que j'ose pas y aller. tu me diras si tu la regardes, mais c'est vrai que moi j'étais... Et pourtant j'ai bien aimé moi le dernier Alien. Je l'ai trouvé Romulus, fun et nous tout, aussi, ouais. on a j'ai bien adoré. aimé Avec aussi. le monstre à la fin, je trouvais ça Ouais. trop fun. Et là, j'étais en mode quoi? Enfin, je sais pas, il y a des trucs que j'ai aimé, je sais pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'effectivement j'étais déçu parce que je me disais, je comprends pas trop. Il y a vraiment trop de trucs. Il y a trop de trucs à l'intérieur, là, les enfants prodiges et tout. Ça m'a un peu laissé de côté, quoi. Et J'étais je déçu. pense, si t'es familier de la franchise Alien, moi ce que j'ai adoré avec Romulus, c'est qu'il y avait une vraie déclaration d'amour aux 4 premiers. Tu Ouais. vois, vraiment, ça s'arrête Ouais. à celui de Jean-Pierre Jeunet. Ouais. Et j'ai retrouvé les 4 films dans un Ouais. seul film et j'ai trouvé ça très fort. Mais ils le font super bien, alors que dans la série, tu vois, par exemple, chaque plan, il y a des ordinateurs en feu qui vont comme les vieux Ouais, films. ouais, ouais. Sauf que dans le premier Alien, c'était pas tout le temps. Enfin, Non, c'était ouais. à un moment, là, c'est tout le temps. Il y a le vieux électronique des années 70 qui bug. C'est insupportable. Vraiment, tu vois le décor tout le temps et tout. Enfin, Ouais. bon, là, je deviens un peu intense, mais. Lâche-toi. C'est important, Alien. Non, mais, moi, mes potes ont aimé, parce qu'on le regardait, on se faisait un rendez-vous et tout, on le regardait. Donc, en fait, je pense qu'on peut aimer. Mais moi, je suis resté un peu à côté, quoi. Je m'endormais à la fin de Ouais, chaque ok. épisode et tout. Pierrick, le dernier film qui t'a déçu. Ah oui. Comme ça, on participe. Comme on n'a pas pu faire J'en le format. attendais pas grand chose, mais Furiosa. Ah oui. J'ai regardé Ah, du du coup, coup. je suis même pas allé le voir tellement j'avais trop peur d'être déçu. Bah moi aussi, mais en vrai il y a des trucs, les idées sont vachement bien. Bon, moi je vais pas refaire Oui, oui, oui. dessus, mais on sent que tout est très faux. Et moi, ce qui marchait dans Fury Road, c'est que ça faisait très réaliste, C'est trop bien. très réel. Et là, tu vois des fonds verts, bleus, tout ça. Enfin, c'est pas, voilà, ça m'a déçu. Et toi Ok, moi c'est Gun Akimbo. Ah oui, avec. Gun Akimbo, c'est un film avec Daniel Radcliffe où je dis pas pourquoi, mais il se réveille avec des mains, des flingues clouées aux mains, donc il peut pas se servir de ses mains. Ok. Et c'était vraiment très mauvais.
Ah, mais il avait déjà fait un film sur un cadavre qui pète, il fait des films. trop Oui, bizarres. Swiss Army Man. Ouais. Et bah, c'est vrai, avec Paul Dano. avec Paul Ouais. Dano, et Ouais. j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Et c'est un film, C'est spécial. Hein. c'est très extraterrestre comme film, mais j'aime bien. C'est le genre de film qui te laisse pas indifférent, et à la fin tu te dis qu'est-ce que je viens de mater là. Ouais. Et la chance de Daniel Radcliffe est genre crazy parce que vraiment il fait que des trucs trop marrants, trop bizarres et tout. Mais je pense qu'il s'est tellement sécure avec Ouais. Harry Potter que là il doit se dire j'ai juste envie d'explorer Genre, plein de choses kiffer, ouais. et j'y vais à fond quoi. Bon, le dernier film d'animation, j'imagine que c'est Arco. Bah du coup c'est Ouais. Arco. Ouais. Moi j'adore les films d'animation vraiment. Tu l'as vu, Marcel et Monsieur Pagnol? Mais non, du coup, Ah. comme je te dis, malheureusement je dois faire des choix. Et Eh ben écoute, le jour où tu as l'occasion de le C'est bien. rattraper, rattrape-le. J'adorais les films de Marcel Pagnol. Nous, on a adoré. Vraiment, Ok, tu vas-y. vas passer un très bon Mais moment. les dessins ils me font un tout petit peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme les triplettes de Belleville. Mais moi, je l'ai C'est- trouvé beaucoup plus accessible quand même. Ok, ça va. Parce que moi je peux être vraiment trauma par ce genre de. Ouais, moi aussi, mais C'est moins hardcore que les triplettes de Berleville. ça m'a plu carrément. C'est Alors vraiment que- du 7,77. Ok. Voilà, tu peux y aller tranquille, Ouais. c'est pour toute la famille. 1777. Et dernière question, la plus compliquée. Ah. S'il fallait garder un film pour toujours. Ah ouais. C'est dur. Mais parce que ça peut pas être un drame non plus. Je pense que Ah bah, pour c'est toujours. toi qui choisis. Hein. Je dirais que c'est Mon voisin Totoro. Ah, Ah, pas mal. Ouais. Pas De mal. Miyazaki parce que C'est fort. il y a une tendresse immense dans ce film et c'est 7 à 77 ans. Donc tout le monde pourra le regarder parce que vraiment regarder un film pour toujours et je sais pas, je l'adore ce film. C'est un j'adore film tous les films de cocooning, Miyazaki, un peu. mais ouais, c'est trop beau et ça m'a beaucoup inspiré pour Les enfants vont bien, la relation qu'elle a avec sa petite sœur. Ok. Elle et tout. Ouais, c'était Bon à savoir. quand elle court, tu vois, dans le champ pour la trouver avec sa petite tongue là à la fin. C'est lui quand il court dans le champ, tu vois, Ouais. on a trouvé un champ un peu pareil et tout avec des pousses de, je sais plus, des pousses de choux, un truc comme ça, mais qu'on avait fait planter dans le champ pour avoir le truc. Enfin, ça m'a beaucoup inspiré ce film et je l'adore. Je l'aime énormément. Donc ce serait Mon voisin Totoro Ok. très bon choix. Bon, on connaît plus ou moins nos réponses, mais comme Ah. ça on participe avec Ouais, Nathan. que j'entends. Ton dernier film. pour Attends, je toujours. regarde mes bras. Chihiro. Trop bien, c'est Miyazaki aussi. Ouais, je Ouais. pense que Chihiro, vraiment, pour moi, c'est le truc qui regroupe toutes les idées de Miyazaki et ça me touche en plein cœur. Ok. Je me sens terriblement obligé de dire Princesse Mononoke alors que pas du tout. Non, dis-toi. peu importe. Non, moi, rien à 2001. voir. Oui, bah, Ok. rien Ouais, à c'est un voir bon avec. choix. Mais tu crois qu'en boucle jusqu'à la fin des temps? Oui, en fait, Ah, mais il est à alors fond, là. très honnêtement, c'est une question que je me suis posée et j'ai rattrapé le film l'été dernier avec Quentin parce que Quentin ne l'avait jamais vu et depuis qu'on est potes avec Quentin, je le saoule avec ce film. Mec, sauf génial. Hein, sauf que je ne l'avais pas vu depuis presque 10 ans. Tu vois, et je me suis mis un peu la pression en mode, ouais, est-ce que je vais re-kiffer après 10 ans, alors qu'il y a sur ma vingtaine, je l'ai poncé. Pour moi, c'était le film qui m'a vraiment ouvert la porte de, ok, avec le cinéma, en fait, on peut faire plein de choses. On peut pas obligé de faire tout le temps la même chose. On peut faire plein de choses et ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on le pense, le cinéma. Et je l'ai montré à Quentin et on a passé une séance, mais entre copains, exceptionnelle. Ah, trop bien. Et je l'ai revu avec 10 ans de plus et je me suis dit, ouais, ça vieillit pas, c'est Ah bah tellement non, ouais. bon, c'est tellement Ouais, la chance que j'ai, c'est avant-gardiste. la première fois que je l'ai vu, c'est au cinéma. Il repassait dans un Et cinéma. c'est ça, ouais, moi, c'est une Là, expérience. j'ai envie de le fou. revoir parce que pareil, je l'ai pas vu depuis un moment, mais j'ai envie de voir. J'ai trop peur de le voir sur mon ordi. Enfin, j'ai trop la flemme. Ah, Ah ouais, non, Le il film faut il est pas. vraiment très grand, quoi. Donc, vas-y, on Et- va organiser une projection. Depuis que ce film me passionne, je ne l'ai toujours pas vu au cinéma et c'est un drame Ouais. à chaque fois. Ah non mais dis-toi, non mais c'est la malédiction de. Mais attends, avec Quentin, tu l'as pas vu au ciné? Non, on l'a vu à la maison. Alors j'ai la chance, j'ai investi dans une très bonne télé, donc on était quand même bien calé. Par contre, c'est à chaque fois qu'il y a, mais même sur la région, il y a une séance, je suis maudit, je ne peux pas y aller, je peux pas me rendre disponible et tout, et je n'arrive pas à le rattraper. Alors ça va arriver, c'est obligatoire, il faut que je le rattrape au cinéma. Mais je sais que c'est très bateau, c'est très cliché, je suis cinéphile, j'aime 2001, mais ce film a tellement changé ma vision du cinéma que voilà. Ou Jurassic Park, quoi. Ah, ouais. Vous démerdez avec ça. Pas mal. Pas mal. Ok les amis, on arrive au bout de cet épisode. Nathan, c'était un vrai bonheur de Ouais, t'avoir merci avec nous. beaucoup. Merci à vous. Ça on m'a fait trop espère- plaisir d'être là. Bah voilà, j'allais dire, on espère que tu as quand même passé un bon moment. Trop. J'allais dire où est-ce qu'on peut te suivre pour donner un peu de force, mais bon, partout. Hein. Nathan Ambrosioni sur Google, maintenant c'est bon. Non, il faut aller voir le film en salle, c'est plus important que Tout à Le fait. 3 décembre, on est d'accord? Le 3 décembre. Le ouais. 3 décembre. Les enfants vont bien. Allez le voir. Exactement. Et nous, notre épisode sortira juste avant, je crois 2 jours avant. Donc Ah, trop bien. Ah, Le premier, je crois. voilà, c'est ça. Ouais. On va motiver tout le monde pour aller. Enfin, tout le monde. Tout le monde qu'on connaît. La en tout cas. France. La France entière. On va faire 66 millions d'entrées. Et ça Exactement. Grâce sera à nous. jamais arrivé Grâce à dans ce l'histoire podcast. du cinéma. Ça serait fou. Rémi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah moi évidemment sur tous les réseaux sociaux avec la plateforme Movies MOUVIZ qui partage des anecdotes et sinon n'oubliez pas de suivre et de soutenir le podcast 5 étoiles, le petit commentaire évidemment qui fait du bien. Toi mon cher Pierrick? Pierrot Cinéma sur les réseaux sociaux. Je parle un petit peu de tout ce qui m'intéresse dans le cinéma. Et sinon, j'écris évidemment. Hein. Là, je suis sur un cours et un
un long que je potasse depuis quelques années maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va mener à bien. Moi, je suis un peu surex parce que j'ai eu des nouvelles parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait un petit court-métrage, moi aussi, Coréal avec Quentin. J'ai eu la chance de co-écrire. Bon, c'était de la comédie pour le coup, mais... Et alors, bah là, j'ai eu le sound designer, j'ai une version définitive dans pas très longtemps, là, tu vois. Hâte de voir si nos blagues marchent. Normalement, ça va être projeté avec l'assaut début décembre. Trop bien, voilà. Putain, ok. Je te l'enverrai. Félicitations. Jamais de la vie, je ferai ça. Bah si, j'espère quand même. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On vous fait d'énormes bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Bisous. Bye bye.